Alors, où est-ce que t'es là? Tu es dans une chambre? Parce que tu es allongé sur un lit et qu'en général les lits se trouvent dans des chambres, ça se tient. Bon après, je veux pas dire qu'on ne peut pas mettre de lit ailleurs que dans des chambres, ou que des chambres doivent forcément être équipées d'un lit. C'est juste qu'en général, on fait comme ça. Cela dit, mettre un lit dans une pièce comme la salle de bain ou la cuisine, c'est pas vraiment judicieux. Ce serait comme mettre une baignoire dans le séjour, ça n'aurait pas de sens. Et puis quand on y pense, quelle espèce d'abruti irait mettre un lit ailleurs que dans une chambre? Faut pas déconner, un lit, une chambre, point barre. Ah, ça me prend la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Souviens-toi de subjectivement objectif. Salut à tous, aujourd'hui une émission un peu particulière consacrée à l'un des réalisateurs les plus importants du moment. Il a révolutionné les films de super-héros en nous prouvant qu'ils pouvaient être réalistes et psychologiquement denses, il nous a retourné le cerveau en nous entraînant dans des rêves dont on aurait aimé ne jamais être réveillé, et il s'apprête à nous faire partir dans l'espace pour un voyage qu'on n'est sans doute pas prêt d'oublier. Je veux bien sûr parler de Christopher Nolan. Christopher Nolan est un auteur-réalisateur et producteur anglo-américain né à Londres le 30 juillet 1970. Il se prit de passion pour le cinéma dès l'âge de 7 ans où il commença à réaliser des courts-métrages avec la caméra Super 8 de son père. Plus tard, il suivit des études de littérature anglaise au University College de Londres où il fut le président du Ciné-Club de 1992 à 1994. C'est là-bas qu'il réalisa le court-métrage Tarantella qui fut diffusé à la télévision américaine sur la chaîne PBS en 1989. Dans le jargon cinématographique, c'est ce qu'on appelle des débuts prometteurs. C'est d'ailleurs pendant ses années universitaires qu'il rencontra une certaine Emma Thomas, qui devint par la suite sa productrice et surtout sa femme. En 1998, une fois son diplôme en poche et après avoir signé un autre court-métrage appelé Doodlebug, Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, regardez-le, c'est vraiment bien et très en lien avec les grands thèmes de ce film. Nolan entreprit donc la réalisation de son premier long-métrage, Following, sous-titré Le Suiveur en France, qu'il écrivit et finança lui-même et dont il étala le tournage sur plusieurs mois, ne tournant qu'un jour par semaine quand ses amis comédiens et techniciens étaient disponibles. Le film, tourné en noir et blanc, se déroule à Londres et démarre pendant ce qui semble être un interrogatoire de police. Bill, joué par Jeremy Theobald, expose son histoire. Il se présente comme un écrivain en devenir ayant pour habitude de suivre des gens choisis aléatoirement dans la rue. Un mec bien. Le but, trouver l'inspiration pour son roman. Un jour, Bill suit Cobb, interprété par Alex O, mais ce dernier remarque vite qu'il est suivi. Il révèle alors à Bill qu'il est un cambrioleur et lui propose de l'accompagner lors de ses prochains larcins. Bill accepte parce que... C'est donc parti pour le premier cambriolage dans lequel Cobb va exposer à Bill sa façon de procéder, lui révélant qu'il ne fait pas ça uniquement pour l'argent, mais aussi pour s'insinuer dans la vie des gens et analyser qui ils sont de par leurs objets, leur mobilier. Il présente ensuite à Bill le concept de la boîte. Selon Cobb, toute personne possède une boîte dans laquelle sont entreposés divers objets d'une importance capitale pour la personne concernée. Pour Cobb, cette boîte est la raison d'être du cambriolage, et cette dernière pourrait être assimilée à ce que Platon appelle l'agalma, soit le trésor secret que chacun possède et qui attire l'intérêt d'autrui. Ce ne sont pas juste des objets, ce sont les désirs enfouis de la personne, son essence. Accéder à la boîte donne la possibilité de voir au plus profond de la personne et d'accéder à sa vérité, ce qui semble être le but exact de Bill et la raison pour laquelle il a commencé à suivre les gens dans la rue. Les choses commencent à se gâter quand la propriétaire des lieux débarque accompagnée d'un homme, mais Cobb rattrape le coup en se faisant passer pour un agent immobilier. Soit ce Cobb est extrêmement persuasif, soit cette femme est vraiment très conne. Peut-être même que les deux possibilités sont recevables. On se retrouve ensuite au beau milieu d'un bar dans lequel Bill débarque, affublé d'un look très similaire à celui de Cobb, et où il fait connaissance avec une jeune femme blonde qui refuse ses avances en prétextant que son copain est le propriétaire des lieux et qu'il n'est pas du genre à rigoler. Il l'invite néanmoins à boire un verre chez lui, où il apprend que le propriétaire du bar est en fait son ex. On retrouve ensuite Bill salement amoché et qui semble préparer un sale coup concernant l'ex de la blonde. Il appelle Cobb, lui demandant conseil sur le type d'arme à utiliser, et Cobb lui propose le marteau. On reprend ensuite le cours normal du récit, où Bill et Cobb s'apprêtent à commettre leur deuxième larcin et... Oh mon dieu! Ceci est juste la coïncidence la plus dingue de tous les temps.
On comprend vite que les deux personnages se trouvent dans l'appartement de Bill, lequel ne possède absolument rien d'intéressant selon Cobb, qui quitte les lieux. Saut dans le temps où on reprend la suite de l'intrigue avec la blonde qui invite Bill chez elle et où on apprend que Bill et Cobb l'ont cambriolé quelques jours plus tôt. L'attirance entre les deux personnages se fait de plus en plus ressentir et ils finissent par s'embrasser. Retour à la temporalité de base où Bill et Cobb pénètrent dans l'appartement de la blonde et où Bill semble tout de suite charmé par les photos de cette dernière. On enchaîne sur le troisième rendez-vous avec la blonde qui révèle à Bill qu'elle est terrorisée par son ex, lequel s'est amusé à tuer un homme à coups de marteau sous ses yeux. Devant les questions insistantes de Bill qui cherche à tout prix à en savoir plus, elle s'en va. On reprend quelques temps plus tard, où le Bill amoché pénètre dans le bar de l'ex de la blonde, y ouvre un coffre et y trouve un dossier ainsi que pas mal de billets de banque. On retrouve ensuite Bill et Cobb au resto. Bill semble prendre goût à ce mode de vie, ce qui se fait encore plus ressentir quand Cobb lui offre une carte de crédit volée. C'est alors que la femme du premier appartement débarque au restaurant. Bill panique, de peur qu'elle le reconnaisse, et il quitte alors les lieux. C'est à ce moment que Cobb lui suggère de changer de look. Plus tard, Bill appelle Cobb, qui se trouve avec la blonde. On comprend alors qu'ils se connaissent et qu'ils préparent quelque chose de pas net concernant Bill. Comment ça? Cobb serait un traître? Lui qui avait l'air si... digne de confiance. De retour devant le coffre, Bill trouve un moyen de transporter les billets et s'enfuit avec. On reprend après le dîner entre Bill et la blonde, Bill se rend chez elle pour s'excuser et lui raconte la vérité. Elle, de son côté, lui apprend que son ex l'a fait chanter avec des photos d'elle qu'il entrepose dans un coffre au sein de son bar. Bill lui promet d'aller les récupérer et surtout de ne pas les regarder. Il appelle Cobb à la rescousse, mais ce dernier refuse de l'aider. Il réagit même violemment et passe Bill à tabac quand il apprend que ce dernier a une relation avec la femme du dernier casse. Peu après, on retrouve Cobb et la blonde. Cobb est convoqué par la police car il est le principal suspect dans une affaire de meurtre. Selon ses dires, il se serait trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et aurait découvert le cadavre d'une vieille femme battue à mort lors d'une de ses escapades. Il cherche à s'innocenter en faisant porter le chapeau à Bill. Ce dernier, de retour chez lui après avoir récupéré les photos et l'argent, appelle la blonde pour lui dire que c'est fait. Puis il ne parvient pas à résister à la tentation et ouvre l'enveloppe contenant les photos pour y découvrir des photos de mode, tout ce qu'il a de plus banal. Tu t'es fait avoir, mon gros. Il rend alors une petite visite à la blonde qui lui explique qu'il se fait pigeonner par elle et Cobb, qui était à la recherche d'un cambrioleur ayant la même allure et les mêmes méthodes que lui. Bill décide alors d'aller tout avouer à la police, persuadé que la vérité triomphera. La boucle étant bouclée, on se retrouve à la fin de l'interrogatoire. Le problème, aucune affaire de meurtre de vieille dame n'est en cours et aucun Cobb n'est répertorié dans les fichiers de la police. Mais ce n'est pas tout. Le cadavre de la blonde vient d'être trouvé dans son appartement, battu à mort par Cobb avec le marteau de Bill. Cobb était en fait un homme de main de son ex, chargé de la tuer pour qu'elle ne révèle rien du meurtre ayant eu lieu sous ses yeux. C'est évidemment Bill qui est accusé, certaines affaires de la blonde étant de plus retrouvées dans son appartement dans une boîte sous son lit. Bill, totalement incapable de prouver son innocence, réalise à quel point lui et la blonde se sont fait piéger, et Cobb, lui, disparaît dans la foule. Ce qui est frappant dans ce film, c'est à quel point il pose les bases de tous les thèmes essentiels de la filmographie de Nolan. La narration non linéaire, le héros imparfait, la femme fatale, le thème du mensonge et de la tromperie, le jeu sur la façon dont les spectateurs vont avoir une perception faussée des événements. Et est-il nécessaire de préciser que le nom de l'antagoniste, Cobb, est le même que celui du personnage qui sera joué par DiCaprio dans Inception 12 ans plus tard? Following a beau ne durer qu'une petite heure, c'est pourtant tout ce qui constituera le cinéma de Nolan qui y est condensé. Et je pense que tous ceux qui sont intéressés par son œuvre devraient y jeter un œil. C'est pas un film connu du grand public, mais n'empêche qu'il mérite vraiment sa place au sein de sa filmo. Et puis merde, il a été tourné pour 6 000 $ de budget. 6 000 $. Imaginez un peu, c'est un des films les moins chers jamais tournés. À titre de comparaison, The Dark Knight Rises, l'avant-dernier film de Nolan, a coûté près de 250 millions $. Avec un tel budget, on pourrait produire exactement 41 667 fois Following. Et oui, j'ai tout calculé avec ma tête. 6 000 $, c'est donc vraiment pas beaucoup, ce qui fait du film un véritable tour de force quand on voit le résultat. Avec aussi peu d'argent, Nolan parvient à instaurer une véritable ambiance ainsi qu'une approche artistique maîtrisée. Absolument tous les choix de mise en scène ont été dictés par ce budget limité et par le fait que Nolan ne voulait pas que ça se ressente. Il ne voulait pas que le film ait un cachet film à petit budget. Le choix du noir et blanc n'est donc pas seulement un parti pris esthétique, mais fut également dicté par des raisons purement pratiques. La couleur étant en effet bien plus difficile à gérer lors d'un tournage, notamment à cause des variations de lumière. Le noir et blanc permit donc, en plus d'instaurer une ambiance de film noir, de gagner un temps considérable. Pareil en ce qui concerne le choix de l'arme principale, un marteau. Nolan l'a choisi pour son côté résolument réaliste, là où un faux flingue aurait été directement perçu comme tel, révélant ainsi les limitations budgétaires du métrage. Je vois vraiment pas ce qu'il veut dire par là. Merde. Pour ce qui est du scénario, on est face à une structure narrative extrêmement complexe, peut-être même la plus complexe de tous ces films. Vous avez sans doute remarqué qu'on passe tout le film à alterner entre 4 temporalités différentes. Il y a la temporalité de base, où Bill rencontre Cobb, celle où il est habillé en costard et passe du temps avec la blonde, celle où il est très amoché où il va dévaliser le coffre, et enfin la dernière, où il témoigne de tout ça face au flic, qui est d'ailleurs joué par John Nolan, l'oncle de Christopher, qui tiendra plus tard le rôle de Fredericks dans Batman Begins et The Dark Knight Rises. Ce qui fait que le film est particulièrement difficile à suivre si on n'est pas habitué à ce genre de narration. Et même en étant habitué à ce genre de narration, faut s'accrocher. Prenons la scène de la rencontre avec la blonde. Rien ne nous indique que ça se passe plus tard dans le récit. Pas de voix off, pas de carton indiquant une semaine plus tard, rien. C'est vraiment au spectateur de le déduire tout seul, ce qui fait que devant le film on ne peut pas se permettre d'être passif, de se contenter de regarder. On doit être pleinement actif pour pouvoir démêler le puzzle. Et ouais, un film de Nolan, ça se regarde pas en faisant autre chose à côté. Le film ne laissa pas grand monde indifférent, critiques et public s'accordant généralement d'une manière positive sur ce dernier, et il fit également le tour des festivals où il récolta en tout 5 récompenses. Après ce premier essai qui s'avéra plus que concluant considérant la manière
manière dont il avait été produit, Nolan put sereinement s'attaquer à un autre projet. En 1997, Christopher et son frère Jonathan voyagent de Chicago à Los Angeles. Jonathan parle alors à son frère de l'idée qu'il vient d'avoir, l'histoire d'un homme souffrant de troubles de la mémoire et qui cherche à tuer l'assassin de sa femme. Christopher fut très emballé par le potentiel de cette histoire et demanda à son frère de la développer, ce qu'il fit sous la forme d'une nouvelle titrée Memento Mori, locution latine signifiant « Souviens-toi que tu vas mourir ». De son côté, Christopher développa lui aussi l'histoire, sauf qu'il adopta une structure assez particulière, commençant l'histoire par la fin et la finissant par le début. On retrouve ainsi dans Memento le concept de narration non linéaire, de chronologie brisée utilisé dans Following. Mais ce n'est pas gratuit. En écrivant le scénario, Nolan s'est posé la question suivante. Comment mettre le public dans la position de quelqu'un qui ne sait pas ce qui vient de se passer? Et sa réponse fut la suivante. C'est simple, on ne leur révèle pas. On leur dit uniquement ce qui se passe après et on raconte l'histoire à l'envers. En faisant cela, on cache au public les informations qui ne sont pas accessibles au personnage et on l'aide ainsi à entrer dans sa tête. Les deux frères s'échangent leur version plusieurs fois jusqu'à ce que le scénario leur convienne. En 1999, soit 2 ans plus tard, avec un budget d'environ 4,5 millions de dollars, c'est avec un certain confort que la production s'installe à Los Angeles. Bon. Considérant la structure très particulière du film, ça va être chaud d'en faire un résumé détaillé. Donc, au lieu d'en faire un résumé détaillé, je vais faire un résumé... Voilà. Cordialement. Leonard Shelby, joué par l'excellent Guy Pearce, est en quête de vengeance. Il y a de ça plus d'un an, 2 hommes ont pénétré chez lui et l'un d'eux a tué et violé sa femme. En tentant de la sauver, il a reçu un choc sur la tête qui a eu pour effet de lui faire perdre sa capacité de mémoire à court terme. En d'autres termes, il est incapable de se rappeler de quoi que ce soit depuis l'agression car sa mémoire s'efface tous les quarts d'heure. Vous imaginez regarder un film avec ce mec? Ça doit être horrible. Pour mener à bien son enquête et trouver l'homme en question, un certain John Jay, Leonard se fait tatouer ses principaux indices et se balade toujours avec un Polaroid ainsi que des photos de personnes et de lieux importants, comme le motel où il vit par exemple. Un homme se faisant appeler Teddy intervient fréquemment. Il a l'air d'en savoir beaucoup sur Leonard et son comportement amical semble cacher quelque chose. Mais nos doutes sont fondés car le générique d'intro nous l'a confirmé, il est le coupable que Leonard recherche. Il est John Jay et Leonard finira par le tuer. Comme je l'ai dit plus tôt, le film est monté à l'envers. Ce qui fait que l'on commence par le meurtre de Teddy ou John Jay par Leonard et que l'on finit par la manière dont Leonard a découvert qu'il était John Jay. Mais ces scènes, montées de façon antichronologique, sont entrecoupées d'autres scènes tournées en noir et blanc qui, elles, sont bien chronologiques et qui sont absolument capitales à la compréhension de l'intrigue principale. Dans ces scènes, Leonard se trouve dans une chambre au sein d'un hôtel et parle au téléphone avec un homme. Il relate sa vie avant l'incident et surtout l'histoire de Sammy Jenkins. Sammy Jenkins est un homme qui souffrait exactement du même problème de mémoire que Leonard suite à un accident de voiture. Leonard, lui, était alors un inspecteur chargé de débusquer les arnaques à l'assurance. Il enquête sur Sammy et des doutes commencent à germer dans son esprit. Selon lui, les problèmes de Sammy sont d'ordre psychologique, ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance. Profondément choquée par cette nouvelle, la femme de Sammy demande à Leonard une réponse. Est-ce que son mari simule son état? Leonard élude la question en répondant que les problèmes de Sammy ne sont pas d'ordre physique. De retour chez elle, elle procède à un test. Étant diabétique, Sammy doit lui faire des piqûres d'insuline de manière quotidienne. Elle demande alors à Sammy de lui faire sa piqûre une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, et ainsi de suite. Sammy s'exécutant à chaque fois sans poser de questions, elle plonge dans le coma et n'en sortira pas. Suite à ce drame, Sammy est placé dans une clinique et n'a aucune idée que sa femme est morte. Ouh, voilà. Résumé de moins de 5 minutes. J'avoue que je suis plutôt fier de moi. Memento traite, comme tout le monde l'aura remarqué, de la mémoire. Peut-on vivre sans mémoire? Il semblerait que non, car ce sont nos souvenirs qui conditionnent qui nous sommes réellement. Nos souvenirs sont notre identité. Ils introduisent une continuité dans notre vie qui, sans eux, ne serait qu'une suite d'événements sans rapport les uns avec les autres. Un homme souffrant d'amnésie souffre donc également d'une crise d'identité. He killed my wife. He took away my fucking memory. He destroyed my ability to live. You don't know who you are. I'm Leonard Shelby. I'm from San Francisco. That's who you were. That's not what you become. Ne nous y trompons pas, la principale enquête du film n'est pas celle consistant à trouver John Jay, mais celle consistant à trouver Leonard Shelby. Qui est-il réellement? Il ne possède pas la réponse, et il ne la possédera sans doute jamais à cause de son état. Mais nous, spectateurs, nous avons la possibilité de le découvrir. Et pour cela, nous devons passer par un point essentiel de l'intrigue, John Jay. Qui est John Jay? Eh bien, c'est l'homme qui a violé la femme de Leonard. Mais ce n'est pas celui qui l'a tué. Oh my fucking god. John Jay a été tué par Leonard quelques mois plus tôt avec l'aide de Teddy, qui est en fait un flic ayant travaillé sur l'affaire de Leonard. Mais alors, qui a tué la femme de Leonard? Car elle est bien morte, c'est un fait. Remember Sammy Jenkins. Toute l'histoire est là. Il faut savoir une chose, la femme de Leonard était diabétique. Autrement dit, c'est Leonard qui a tué sa femme. Mais le refoulement est tel qu'il va jusqu'à projeter sa propre histoire sur d'autres personnes, Sammy Jenkins et sa femme. C'est encore plus évident quand on fait attention à l'image subliminale de cette scène. La véritable quête de Leonard n'est donc pas de venger le meurtre de sa femme par John Jay, car cet événement ne s'est jamais produit, mais de fuir sa responsabilité dans la mort de cette dernière. L'histoire de Sammy, c'est celle de Leonard. Le fait est que Leonard a tué sa femme et qu'il ne le supporte pas. Maintenant, deuxième question. Pourquoi tuer Teddy?
Lorsque Teddy révèle à Leonard qu'il a tué le vrai John Jay, mais que c'est lui-même qui a causé la mort de sa femme, Leonard fait preuve de déni, allant jusqu'à noter le numéro de la plaque d'immatriculation de Teddy comme celle appartenant à John Jay. Et le fait que Teddy soit en réalité lui-même un John Jay ne va pas jouer en sa faveur. Pour détruire toute trace d'une vérité qu'il ne peut assumer, Leonard s'en crée une autre. Il se crée ce qu'il voudrait être la vérité. Il est donc dans un déni total, un déni extrême et même dangereux car il l'amène à commettre des meurtres. On retrouve donc ici le thème de la manipulation présent dans Following, sauf qu'ici on est dans un cas de figure bien plus complexe car on se trouve face à un personnage qui profite de sa propre faiblesse pour se manipuler lui-même. Sans oublier bien sûr les autres personnages qui se servent de lui pour arriver à leur fin, le mettant par là même dans des situations plus que compliquées. Oh mon dieu! Rassurez-moi, je suis quand même pas le seul à trouver ça dingue. Mais pourquoi Leonard préfère-t-il vivre dans un mensonge? C'est tout simplement pour avoir un but, car sans John Jay, Leonard n'en a plus aucun et son existence est vaine. On a tous besoin d'une raison de vivre. Pour Leonard, c'est John Jay. Au final, le film traite de la relation entre les faits qui amènent à la vérité et la quête de satisfaction. Pendant tout le film, Leonard semble être à la recherche de la vérité, du savoir. Il se tatoue des indices sur le corps, prend des photos. Tout est basé sur des faits, sauf qu'en réalité, Leonard ne désire pas la vérité, il désire la satisfaction. Le problème, c'est qu'ici, la vérité, à savoir qu'il a tué sa femme, interfère avec sa satisfaction. Il préfère donc ignorer les faits dans le but d'être satisfait. Do I lie to myself to be happy? Voilà qui est Leonard Shelby, un homme qui se ment à lui-même pour être heureux. Je trouve ce film incroyable. Et ce pour plusieurs raisons que je vais rapidement énumérer sans entrer dans le détail parce que ça commence à faire un peu long et qu'il faut penser à celui qui va monter tout ça. Pour sa mise en scène maîtrisée, pour sa richesse thématique, pour sa construction scénaristique magistrale, pour l'interprétation sans faille des trois acteurs principaux, comme dans Following, 2 hommes et une femme, et pour la musique de David Julian qui retrouve d'ailleurs Nolan après Following. Pour toutes ces qualités, on peut considérer le film comme un chef-d'œuvre, à voir et à revoir pour bien en saisir tous les aspects. Sans compter que le film est classé 40e dans la liste des meilleurs films de tous les temps sur IMDb, c'est quand même pas n'importe quoi. Le film a très bien marché au box-office mondial, rapportant près de 40 millions de dollars, soit 10 fois le budget initial. Et ça, quand vous êtes un jeune réalisateur à Hollywood, c'est exactement ce qu'il faut pour que les majors s'intéressent à vous. Christopher Nolan, you're a good old movie-making man. Christopher Nolan.